Bonjour et bienvenue sur la chaîne des disciples d'Avan, une chaîne entièrement dédiée à Dai no Daiboken. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour notre analyse du 8ème épisode de Dragon Quest La Quête de Dai, intitulé L'attaque des carnassiers, qui a été diffusé le 21 novembre 2020 et reprend les événements couverts durant le chapitre 23 jusqu'au chapitre 26 inclus. Cet épisode présente le raid de Crocodine sur le château de Romos, aux côtés de la meute des carnassiers afin d'attirer Dai dans un piège mortel. Cette fois, le travail de mise en scène est séparé en deux. Le storyboard est l'œuvre de Jiro Makino. La réalisation a été confiée à Hideaki Oba, réalisateur d'œuvres pour enfants comme Omakase Scrappers et qui a participé à pas mal d'épisodes de Détective Conan. Le directeur de l'animation de cette semaine est Noriyoshi Yamasaki, un vétéran qui aurait travaillé sur la fin de Hokuto no Ken. Il a d'ailleurs fait partie des animateurs qui ont été rappelés pour travailler sur de nombreux films de Ken sortis au milieu des années 2000, au vu de la difficulté d'animer ces corps virils et musclés qui ne collent plus du tout au design moderne. Chez la Toei, il a également été animateur sur One Piece ou Toriko, mais son principal fait d'armes a été d'avoir été character designer sur Gaiking, Legend of Daikyu Mario en 2005. Un ancien du fameux studio Cockpit, Isaichi Kagawa a été rejoint par Shuichiro Manabe pour superviser l'animation. Kagawa a été character designer sur Toriko, Fresh Precure et Tiger Mask W. Il s'est révélé au public au milieu des années 90 avec son travail sur un animé autre de Toei, Sailor Moon, où il a notamment animé deux banques d'animation qui seront réutilisées sur presque tous les épisodes de cette série, la métamorphose de Sailor Jupiter, ainsi que son attaque spéciale, le Supreme Thunder. Il est temps d'analyser cet épisode, et tout comme l'épisode précédent, des ajustements ont été opérés afin d'adoucir certaines scènes violentes, ou mettant en scène des personnages féminins en petite tenue. Allez, c'est parti! Nous retrouvons notre équipe de jeunes héros tandis qu'ils sortent de la forêt maléfique pour se diriger vers le château de Romos. On peut notamment constater que dans cette adaptation, l'immensité de la cité a bien été retranscrite à leur arrivée. Dans le manga, cette partie dure un peu plus longtemps avec Pop se plaignant de ne pas être encore arrivé. Mam lui réplique alors qu'ils ont dû faire un détour pour éviter les monstres, en particulier Crocodine. L'évocation de ce monstre fait d'ailleurs réfléchir Dai à sa prochaine confrontation avec lui. Dans l'anime de 91, c'était Gome-chan qui permettait de les faire ressortir de cette forêt labyrinthique et de nous faire prendre conscience de l'immensité du lieu. Ces changements collent plus au manga mais diminuent un peu la tension et permet aussi d'arriver directement dans la ville pour un rythme plus soutenu. Arrivés sur place, les soldats refusent de laisser l'équipe pénétrer dans le château et elle se retrouve à chercher un hôtel dans la ville. A ce sujet, la musique permettant de présenter cette scène se démarque des autres notamment par l'utilisation de guitares, mandolines et violons. Lorsqu'ils arrivent à trouver une auberge, le réceptionniste s'étonne qu'il ne soit pas avec un adulte, ce qui n'est pas le cas dans le manga, un choix plutôt judicieux permettant ainsi de mettre en valeur leur très jeune âge. Le hasard du destin fera que l'équipe de faux héros rencontrés dans le premier épisode est également dans l'hôtel, permettant ainsi à l'équipe d'animation de recourir à l'utilisation de flashbacks pour rappeler leurs méfaits lorsqu'ils avaient essayé de capturer Gome. Durant ce passage, l'animé de 91 était bien plus long. En effet, les héros expliquaient en quoi ils avaient changé leur attitude pour devenir meilleurs, et chaque exemple était d'ailleurs ponctué de petites scènes amusantes, comme vaincre des monstres les plus faibles que à l'image de Gluant, ou bien encore piller des coffres de châteaux à l'abri de regards indiscrets. Dans l'ancienne adaptation, Dai leur faisait bien plus la morale que dans ce nouvel animé, probablement là pour aller encore plus vite dans la narration. Dommage car cela donnait une certaine substance à l'équipe de faux héros, qui peut malgré tout se révéler fort sympathique. La soirée finissait d'ailleurs en dîner poker, chose qui n'est pas présentée ici. Loin de cette ambiance très légère, Crocodine surplombe la ville et décide de mettre de côté sa fierté de guerrier pour vaincre Dai. Il lance alors son cri pour attirer sa meute. Comme nous l'avions déjà indiqué lors de nos précédentes reviews, la voix du seiyuu semble moins naturellement grave et le cri de cette nouvelle version semble moins bestial que la précédente. La mise en scène de l'anime de 91 était ainsi bien plus longue et nous permettait de comprendre la nature du leader et le mal alpha incontesté de Crocodine. Ce passage était donc bien plus impressionnant, nous vous laissons vous faire votre avis. Dai et ses amis sont ainsi réveillés par l'assaut de Crocodine, ce qui nous permet de constater au passage une nouvelle fois la censure importante relative à la morale de nos sociétés modernes. En effet, à l'origine, Mam était en petite culotte et Zurbonne portait quant à elle une nuisette des plus évocatrices. Ces tenues étaient également présentes dans l'anime d'origine, mettant d'ailleurs particulièrement en valeur la prêtresse. Ainsi, ces vêtements ont été modifiés pour être plus conventionnels, une affaire de bonnes mœurs supprimant donc toutes les directions d'origine pouvant faire polémique. Et pour être honnête, ces éléments n'apportaient rien de particulier à ce moment-là dans le matériel d'origine. L'assaut des bêtes commence dans le château, et la censure s'y invite prestement. Ainsi, toute trace de sang est supprimée, tandis que l'ancienne adaptation était particulièrement explicite, étant d'ailleurs même parfois plus gore que les planches du manga. On pensera notamment à la sauvagerie du Folycanthrope qui griffe ses adversaires.
L'armée de Crocodile lors de cette bataille est bien moins mise en valeur dans cette adaptation, là où l'animé de 91 la rendait plus dangereuse et hargneuse, indiquant par la même occasion la vaillante résistance de l'armée de Romos. Ce qui est dommage car dans l'animé de 2020, nous présente un nombre incroyable de monstres lors du raid, notamment lors d'une scène aérienne extrêmement impressionnante, dont le potentiel n'a malheureusement pas été utilisé à fond. Toutefois, le chaos règne et les soldats sont complètement surpassés en nombre et en puissance. On retrouve donc bien cette sensation de danger et de carnage propre au matériel d'origine. La mise en scène reste très bonne et nous permet de prendre conscience du danger, ainsi que de la brutalité du raid des monstres. On notera que les effets CGI des monstres en 3D ne sont pas très bons, sans être complètement mauvais. Sans conteste un des éléments qui gagnerait à être amélioré dans la suite des épisodes. L'entrée de Crocodile est vraiment réussie, avec une superbe planche rendant hommage au design du personnage. Détail assez amusant, dans l'anime de 91, quand Adlar était mis au courant de l'attaque contre Romos, il était assis sur son trône, en maillot de bain. L'ancienne adaptation gardera donc l'exclusivité de son entraînement aux 200 mètres nage libre et ne fera donc aucune couverture de magazine olympique. Pendant ce temps, Mam décide de prêter main forte à Dai qui est parti de l'auberge sans réfléchir et demande à Pop de l'accompagner. Malheureusement, Pop ne trouve pas le courage de l'aider. A cet effet, la planche dans laquelle Mam a les larmes aux yeux semble en dessous dans cette adaptation. On y ressent moins le mélange de déception et de dégoût qui était extrêmement bien retranscrit à l'origine, c'est bien dommage. Ceci étant dit, il faut également saluer le travail extrêmement convaincant des seiyuu durant ce passage absolument fondamental dans la construction de la relation entre Mam et Pop. Après avoir vaincu quelques monstres, Dai arrive devant Crocodile en lui montrant ses progrès en magie avec un Mera, exécuté de façon rudimentaire, mais toutefois plus gracieuse qu'à l'origine. En effet, dans le manga, on a vraiment la sensation que Dai tape sur le Mera pour l'envoyer, là où il semble davantage le diriger dans cet animé. Devant de tels progrès, Crocodile utilise la boîte mystérieuse qui lui avait été confiée par Zaboera contenant un tube magique. D'ailleurs, il est intéressant de constater que, tout comme dans l'épisode 2 avec le tube de Baron, qui contenait la Killer Machine, leur couleur a changé du jaune classique au noir ténébreux. Peut-être que les tubes changent de couleur s'ils appartiennent à l'armée du mal, ou suivant la nature maléfique ou non du monstre qui est à l'intérieur. Le tube magique permet ainsi de faire sortir Brass, et n'étant plus protégé par le Maokator d'Avan sur l'île de Dermine, il en redevient un soldat du mal comme il était à l'origine. Zaboera est aussi visible dans cet épisode et assiste à toute la scène via un écueil. On pourra noter de superbes plans qui le mettent en valeur. De plus, son machiavélisme est parfaitement mis en avant, et là-dessus le seiyuu Mitsuo Iwata nous régale avec son excellente adaptation. A cet effet, on pourra peut-être regretter la mise en scène de 91 plus énigmatique, notamment par l'utilisation de fumée. Toutefois, cette adaptation respecte beaucoup plus le design trapu des Maraboom, c'est-à-dire des sorciers présents autour de Zaboera. Une nouvelle censure arrive avec l'intervention de Brass, quand il lance le sort Medapani, un sort de confusion sur un des soldats. En effet, à l'origine, le soldat blessait un de ses compagnons et du sang était visible. Ces visions sont par contre plus fidèles au manga, là où l'anime de 91 faisait de la surenchère sur le côté gore. Dans cette adaptation crue 2020, une planche est également manquante lorsque Brass attaque Dai. Ici, il ne fait que dire son nom, tandis que dans le manga, il lui dit « Dai, tu vas mourir ». Une phrase choquante à lire quand on connaît l'amour de Brass pour celui qui l'a recueilli. On sera également surpris par le manque de réaction du roi de Romos à l'apparition de Brass. En effet, rappelez-vous, dans cette adaptation, il l'a déjà rencontré, et il est étrange qu'il n'ait aucune ligne pour décrire sa surprise de le voir aux côtés des armées du mal, ou tenter de le raisonner. Peut-être pour l'épisode qui vient d'après, qui sait. Malgré l'intervention de Mam pour aider Dai à sauver son grand-père, Crocodile prend le dessus et termine l'épisode avec son attaque spéciale, le Juo Tsukongeki. Son effet ne semble guère ressembler à une tornade, comme dans le manga d'origine. Cependant, plusieurs plans ont été réalisés durant l'exécution de sa technique, nous permettant de nous la montrer sous divers angles. L'épisode est plutôt joli visuellement et propose d'ailleurs de superbes planches de Crocodile et Zaboera, mais l'animation ici est quasi nulle. Attention, par nulle comprenez par là qu'elle est absente et pas mauvaise. Il y a énormément de plans fixes juste rendus un poil dynamiques par des travelling. La mise en scène est plutôt bonne pour que cela ne soit pas trop mou, on peut cependant regretter le manque d'animation, presque chaque coup donné change d'angle afin d'éviter de dessiner un mouvement. Les scènes d'action se contentent vraiment d'aller à l'essentiel, nous étions en droit de penser que le coup de genou de Crocodile serait plus percutant par exemple, mais il y a fort à parier que le prochain épisode sera bien plus impressionnant, en raison du fait qu'une très courte scène ait été teasée lors de l'annonce de son adaptation. Nous avons donc trouvé qu'il s'agissait d'un bon épisode, avec un rythme adéquat vis-à-vis d'un raid, mais avec une technique un peu en retrait.
A noter que d'anciens iCatch ont encore été repris, là on aurait peut-être plus intelligemment utilisé des fiches de personnages présentes dans les chapitres adaptés de l'épisode. Ces fiches donnaient un côté extrêmement sympathique type RPG à l'œuvre, et il est dommage qu'elles n'aient pas été reprises. Ces planches nous confirment d'ailleurs que Mam est en effet la plus expérimentée du groupe avec un niveau 20, tandis que Pop est au niveau 18 et Dai au niveau 15. Cette 8ème review est désormais terminée, nous espérons que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux respectifs qui sont en lien dans la description. Allez, prenez soin de vous chers disciples d'Avan, et à la semaine prochaine.「時には見失って探して」